Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène. Alors je suis très 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 contente de faire cet épisode avec toi. Merci de m'accueillir à la Butte. On est à Plouidère dans le Finistère en Bretagne. Je viens de séjourner à l'hôtel La Butte. D'ailleurs, vous serez référencé dans le Travel Guide Où est le beau et je ferai un petit épisode sur mon expérience fabuleuse, inédite, enchantée que je viens de faire. J'en parlerai longuement dans cet épisode-là. Ici dans Où est le bon, j'aimerais vraiment t'entendre sur tout ce que tu as mis en place ici avec ton épouse Solène. En fait, ça n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui, en tout cas en France, que moi j'ai pu expérimenter. On va longtemps en parler dans cet épisode en détail. Vous avez 2 restaurants ici à la Butte, un restaurant étoilé, donc tu as reçu une étoile verte, c'était en 2021. Donc c'est vraiment une expérience gastronomique unique avec une forte influence de la mer et de la culture locale. On va évidemment détailler tout ça. Et ensuite le comptoir avec, donc ce sont les mêmes produits, le même soin. Oui. Et pareil, c'est absolument délicieux, le tout avec une vue panoramique sur jardin, champs, mer. Ici, c'est la Manche, c'est ça ? Alors, on est dans la Manche. C'est la baie de Goulvin qu'on voit juste en face de nous, là. Ouais, on est assis dans un endroit merveilleux avec cette vue. En fait, cette butte nous permet de surplomber. On a un panorama complètement incroyable avec cet horizon qui permet de rêver, vraiment. Donc pour moi, tu fais partie de celles et ceux qui ouvrent une nouvelle voie pour la gastronomie et de manière plus générale, je crois, pour l'art de vivre. En fait, l'art de vivre avec les lois universelles du vivant. Je le disais en débutant, mais très heureuse de te recevoir à mon micro parce que je crois qu'avec Solène, vous avez créé un petit peu la méta-expérience de beaucoup de choses dont on a déjà parlé ici dans le podcast Où est le bon. Et Où est le beau aussi un petit peu sur certains points. Tu verras, je ferai des petits liens tout à l'heure, mais vous avez comme fait atterrir en fait toutes ces pensées dans un lieu preuve de concept. D'ailleurs, vous parlez pas vraiment d'hôtel, vous parlez de maison familiale. Toi, tu ne te définis pas vraiment comme chef, ni comme boulanger, ni comme hôtelier, parce qu'il y a aussi une boulangerie de Fournil. Mais parfois, on t'entend dire accompagnateur. Oui, accompagnateur, c'est un terme que j'utilise souvent. Ouais, j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme si tu initiais et amplifiais des idées, des voix. Oui, en veillant sur chacun, oui. Ouais, parce que moi, la sensation que j'ai eue en rentrant ici, c'est une sensation vraiment, en fait, de paix, d'apaisement. Oui. Voilà, fort. Par la décoration, par les matériaux, par la vue et par peut-être aussi, voilà, un espèce une énergie, quelque chose qui est ici, qui nous touche en fait, qui infuse un peu en nous. Et donc là, je suis à mon 2e jour chez vous et je me sens plus reposée que hier, tu vois, quand je suis arrivée. Je suis content que tu utilises ce mot apaisement parce que c'est toujours en général le premier mot qui vient quand on échange avec les personnes qu'on reçoit dans la maison. Bah, vraiment, je confirme. Alors, c'est très subjectif, hein, mais voilà, moi, ça a marché pour moi, en fait. Ça m'a procuré cet apaisement-là dont j'avais grandement besoin. Ici, dans tes cuisines, vous êtes aussi, vous avez fait des choix essentiels, en fait, ce que j'appelle essentiels, qui peuvent paraître radicaux pour certains, mais vous êtes coupé de l'industrie quelque part, et ta parade, ça a été d'actionner la créativité, le bon sens, de faire écosystème, de s'inspirer du vivant. Donc vous avez votre potager, vos jardins, vos ruches, vos producteurs sont pour beaucoup des voisins, jusqu'aux petits marins pêcheurs. Même votre mobilier, on me racontait que les tables étaient réalisées par un ébéniste voisin juste à côté. Ouais. J'ai aussi pu apercevoir des éléments de géoverrie de Lucille Viau que j'ai interviewé dans le podcast et qu'on aime beaucoup. Ce verre qui est en partie réalisé avec des brisures de coquillages. Donc moi, je me retrouve vraiment énormément dans ce que vous avez essayé de faire ici, de ce que tu insuffles. Moi, tu sais, dans le podcast, je commence à parler depuis quelques temps d'une philosophie que j'aime bien décrire un petit peu comme étant la cosmopolitesse du beau. Tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure en off avant de commencer. Mais ce mot cosmopolitesse, je le trouve, je suis tombée amoureuse de ce mot parce que je trouve qu'il image vraiment ce que, quelque part, l'objectif, tu vois, que j'aimerais, en tout cas, que je souhaite pour le beau et le bon, être poli avec le cosmos. Donc ça, c'est un néologisme qu'on doit à Alain Damasio et Baptiste Morisot. Donc je reprends ça pour ici parce qu'en fait, pour moi, ta ligne s'engage vraiment
alors dans quelque chose de très différent de tout ce qui est proposé aujourd'hui et fait écho en fait à cette philosophie de la cosmopolitesse, je crois. J'imagine qu'il a fallu beaucoup de temps, de détermination, de courage, mais vraiment au sens d'avoir mis du cœur en fait dans cet ouvrage aussi qui va évoluer encore avec les années. On en parlera en fin de cet épisode, mais peut-être pour commencer notre conversation, Nicolas, ce que moi j'ai appris en préparant cet épisode, c'est que tu n'as pas fait donc de formation pour être chef parce que toi, ton rêve, c'était vraiment être hôtelier. Oui, je rêvais d'être hôtelier depuis tout petit parce que j'ai habité plusieurs années dans l'océan Indien, dans les îles qu'on appelle les Comores. Et puis mes parents m'emmenaient beaucoup le week-end, souvent dans des hôtels, des choses comme ça. Et puis j'étais toujours en admiration devant les directeurs d'hôtels. Alors le petit clin d'œil, ils étaient toujours habillés en blanc avec des lunettes de soleil. Et puis je trouvais ça super. Et je disais, ils étaient là au bord de la piscine en train de discuter. Je dis, moi je veux faire ça comme métier plus tard. Donc oui, je me suis destiné en effet. J'avais un doux rêve de devenir hôtelier et de parcourir le monde avec ce métier. Et puis les choses ont fait qu'au fur et à mesure, les choses ont changé en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que aujourd'hui on te retrouve chef étoilé à la tête d'un établissement qui aujourd'hui ouvre la voie à ce qu'on peut appeler le luxe en fait aussi, oui. du nouveau paradigme quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu entres dans ce domaine vraiment de l'hôtellerie, etc. et aujourd'hui ? Alors, je suis rentré dans l'hôtellerie, j'ai commencé jeune, puisque j'ai commencé l'école hôtelière de Strasbourg, j'avais 15 ans. Pourquoi cette hôtellerie ? Parce qu'au travers de mes stages et de mes diverses expériences, j'avais très peur de rentrer dans les cuisines. Parce que les cuisines étaient des milieux rudes, des milieux difficiles, où ça criait, où il y avait de la pression, où il y a beaucoup de testostérone dans ces milieux. Et j'aimais pas ça du tout en fait, mais vraiment pas. Donc je me suis un petit peu destiné à l'hôtellerie, et bien que j'aimais bien, et j'ai toujours aimé faire de la cuisine, parce que je crois que j'ai fait mon premier gâteau, je devais avoir 6 ans, et tous les mercredis, je passais mes mercredis après-midi à faire des gâteaux, à cuisiner. J'ai toujours adoré recevoir, quand il s'agissait d'avoir même des amis à la maison, tout simplement, tu vois, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement plaisir. Donc l'art de recevoir, la cuisine, mais toujours avec cette difficulté à pouvoir passer en cuisine, que je ne voulais pas, tout simplement parce que j'avais pas envie de m'infliger cette dureté, tu vois, du métier. Donc je suis passé un petit peu à côté de ça, j'ai fait de l'hôtellerie, j'ai travaillé après l'école hôtelière de Strasbourg, où d'ailleurs j'ai rencontré Solène, on a travaillé un petit peu en Suisse, et puis on a eu un malheureux accident de parcours parce que j'ai perdu mon papa très tôt, et puis je suis rentré un peu précipitamment, et je suis venu faire une saison ici à Plouidert. D'accord. Avec Solène. Donc, à l'époque, ce sont ses parents qui tenaient cette maison de famille. Maison de famille, parce qu'on est la 3e génération. C'est sa grand-mère qui a créé cette maison. Ça, c'est génial. Et puis, de 99 jusqu'à 2005-2006, j'ai travaillé ici à leur côté, mais plutôt en salle, tu vois, dans l'hôtellerie ou sur différents projets, mais pas en cuisine. Parce que même ici, le milieu était dur. Et puis en 2007, on a décidé avec Solène d'acheter cette maison parce qu'on avait envie de faire notre vie ici, et aussi parce que j'avais cette maison dans mon cœur. C'était à ma belle famille, peut-être. Je connaissais pas vraiment la région, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter au départ. Parce qu'en fait, c'est ça, tu passes quand même des Comores à le Finistère. En passant par les Antilles. Donc tu vois la difficulté à venir m'installer en Bretagne. Parce que là, il fait très très beau. Oui, mais c'est pas tous les jours comme ça non on plus. enregistre. Voilà. Il fait un soleil magnifique, c'est sublimissime. Mais ce matin, c'est vrai qu'on s'est... Et ça, d'ailleurs, c'est divin quand même, parce qu'on se réveille avec les embruns. Oui. Est-ce que tu as senti l'iode ce matin ? Mais c'était hallucinant. En fait, je me suis dit, je vais le dire à Nicolas, vous n'avez pas besoin de parfum d'intérieur ou de création de je sais pas quoi. En fait, on a un soin du vivant direct dans même nos maisons sentait la mer ce matin. C'était incroyable. Donc ça, c'est très chouette. Ouais. Donc c'est un territoire qui est marqué. Mais oui, on a cette terre, c'est un peu une terre, on pourrait l'appeler une terre nourricière, parce que on a quand même des cultures, on a des champs partout, et puis on a cette mer qui est aussi nourricière. Tu vois, quand on regarde là dehors, on a la terre et la mer. Et ça, ces 2 éléments, c'est la base de tout. Et donc du coup, tu t'acclimates petit à petit. Ouais. Je m'acclimate petit à petit, et puis en 2007, donc on décide de racheter, et puis là je me dis, mais en fait Solène... si on veut vivre dans cette maison,
la faire vivre et puis mener nos projets dans cette maison, il faut qu'un de nous deux fasse de la cuisine quand même. Donc voilà, Solène ne cuisine pas beaucoup, donc je me suis mis en cuisine. Tu t'es dit, bon, ça va être moi. Voilà, donc j'ai commencé en fait par la base en faisant tous les postes dans un milieu peut-être qui me correspondait pas trop parce que c'était aussi une cuisine assez... peut-être pas rude parce qu'on n'en était pas là, parce qu'il y avait une autre âme dans cette maison, mais c'était quand même, ça restait une cuisine avec cette force un peu masculine de la cuisine. Donc j'ai appris de 2006-2007 jusqu'à 2010 en faisant tous les postes avec des chefs, avec des collaborateurs, en passant à travers ça avec beaucoup d'humilité parce que c'était pas simple, et puis en même temps en ayant le projet de faire grandir cette maison à notre manière. Ça, c'était pour toi indispensable de passer par tous les postes pour comprendre tous les rouages, tout ce qui se jouait à tous les endroits, pour ensuite pouvoir le métamorphoser quelque part ou avoir peut-être l'opportunité demain. Même Alors, si tu veux, à cette époque-là, j'avais envie d'apprendre, j'avais peut-être pas envie de transformer parce que j'en étais encore pas là, mais j'avais besoin de me sentir, d'avoir un petit peu de légitimité en cuisine, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait ce travail, parce que quand tu manages une entreprise et qu'en plus tu es apprenant, c'est pas toujours simple, mais quand on le prend avec un peu d'humilité et quand on tombe sur des collaborateurs qui ont compris le chemin que tu parcours, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai eu cette chance. J'ai eu d'ailleurs cette chance aussi d'avoir un beau-père qui est toujours un petit peu avec nous, mais Hervé, qui m'a toujours laissé la porte ouverte sur mes intentions et mes idées. Donc ça aussi, c'est une chance. Ouais, une capacité d'écoute, c'est pas facile. Enfin, c'est pas... Donc ça, c'était génial. Surtout des gens qui ont bâti, en fait, tout qui ça. Ont bâti cette maison. Et donc cette maison qui a beaucoup d'âme. Et puis tout à l'heure, donc comme tu as dit, on a eu du courage. Je sais pas si c'est du courage, mais oui, on a fait les choses avec le cœur. Et ça, je crois que ça facilite le développement des projets. En fait, aussi. Oui, on s'est écouté. Alors, on s'est écouté au départ, pas vraiment, parce qu'on a souhaité et on a suivi un modèle économique que l'on connaît tous, l'hôtellerie traditionnelle française, indépendante, dans lequel j'ai essayé de nager comme je pouvais pendant plusieurs années. J'ai envie de te dire jusqu'en 2016, parce que 2016-2017, c'est vraiment l'époque où ça bascule. C'est l'époque où j'ai compris que, oui, bien entendu, j'avais suivi un modèle, un modèle économique, même un devoir économique. Pas un modèle, un devoir, tu vois, une obligation de faire les choses comme ci, comme ça, pour pouvoir être rentable, pour pouvoir ci, pour pouvoir ça. Et puis tout ça, ça ne me correspondait pas. Et c'est en 2016-2017 où j'ai commencé à me réveiller un peu. Ouais, parce que tout ça, en fait, c'est quoi ? Il faut plus de chambres, il faut plus de... C'était quoi de... Alors, on est dans le Finistère Nord, alors je vais te dire, on va prendre une expression du Finistère, c'est un peu la course à l'échalote, tu vois. Tu dois, voilà, c'est les investissements les uns sur les autres, c'est une bataille, c'est une course, toujours dans le dur et parfois dans la souffrance aussi, parce que c'est pas simple. Et puis c'est aussi l'image, alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais devoir souffrir les autres. Et quand je parle des autres, c'est les collaborateurs, c'est les personnes avec lesquelles tu travailles. Alors toi, tu souffres au quotidien parce que tu es sous un système, sous une sorte d'emprise, mais tu embarques les autres. Tu embarques les autres dans ce système-là et tu les fais aussi souffrir. Sauf que quand on pilote une maison, quand on est un petit peu l'accompagnateur de cette maison, on n'a pas envie de se faire souffrir et on n'a pas envie de faire souffrir les autres. Donc il fallait changer le modèle. Ouais, toi, tu avais envie de prendre soin. En fait. Oui, prendre soin de soi d'abord et prendre soin des autres. Ça, c'est important, prendre soin de soi d'abord. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui, mais ça, c'est des postures égoïstes. Comment, toi, tu réponds en fait à ça, tu vois, de manière générale ? Alors, c'est assez simple. Pour moi, si toi, tu n'es pas dans la lumière et si tu n'envoies pas de la lumière, tu ne peux pas faire de bien aux autres. Et pour avoir cette lumière, il faut que tu sois aligné, il faut que tu sois ancré, il faut que tu sois bien en toi, il faut que tu prennes soin de toi. Et ensuite, là, tu pourras t'occuper des autres. Tu sais, il y a toujours une phrase que j'ai toujours à l'esprit, c'est comment veux-tu guérir quelqu'un si toi, tu n'es pas guéri ? Donc, il y a eu cet éveil, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais où je me suis dit, Nicolas, tu dois changer les choses. Ouais.
Et moi, j'ai une autre image, c'est celle de dans un avion. Bah voilà, le personnel navigant te dit, en cas de crash, en fait, tu mets d'abord ton masque d'oxygène et Oui. puis ensuite tu vas aider les autres. Exactement. En fait, c'est un peu ça aussi. Et donc, à ce moment-là, toi, tu te dis, je veux faire différemment. C'est un moment de bascule qui te fait un peu peur. Enfin, en fait, t'es dans quel état d'esprit? Là, je me dis, ok, comment je fais aujourd'hui pour trouver ce que j'ai envie de faire, trouver une identité. J'avais besoin de m'entourer, tout simplement. Donc, j'ai appelé des personnes autour de moi, par exemple, dont Laetitia Desbos, que tu connais, qui m'a aidé à m'aligner sur mon projet. On a beaucoup échangé. On a parlé d'histoire de la butte, de l'histoire de la famille, de ce qu'était le territoire pour moi, parce que j'ai appris à le connaître, ce territoire. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à avoir un peu plus de visibilité sur le projet. Et on est tombé en plein Covid. Donc là, arrêt sur image. Et encore, merci la vie, merci le Covid. Parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, je suis pas sûr que j'en serais là aujourd'hui. Ah ouais. Et là, je me suis dit, mais Nicolas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, tout à l'heure, on parlait d'être égoïste. Mais tu sais, quand il y a eu ce Covid, j'ai pas tout de suite pensé à l'entreprise. J'ai pas tout de suite pensé aux autres. J'ai pensé à moi. Et je me suis dit, Nico, là, tu vas être arrêté. Comment tu t'occupes de toi pour traverser ce qu'on te propose là? Et c'est là où j'ai commencé, où j'ai mis le pied dans ce que j'appelle aujourd'hui l'alimentation vivante, mais j'ai mis le pied dans le végétal. Parce que j'ai eu du temps, parce que j'étais à la maison, parce que en plus, moi, j'ai une morphologie où j'ai tendance à, si je ne fais rien et si je ne m'occupe pas de moi, je vais vite prendre du poids. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ma propre alimentation à moi, à la végétaliser et à comprendre les choses différemment. J'ai rencontré Shira aussi à cette période, donc ça phosphore. Ça phosphore, et j'ai commencé à travailler sur le végétal, à travailler sur la fermentation, sur l'alimentation vivante, sur le zéro plastique, sur comment on pouvait inventer une maison. Je voulais pas qu'elle soit différente, c'est pas ça. Je cherchais une identité, mais je cherchais surtout une autre manière de faire. Qui te ressemble plus et qui t'oblige pas, en fait, à toi aussi impacter ce territoire de manière négative. Exactement. En fait. Tu voulais juste proposer des expériences à vivre sans avoir un impact négatif pour autant. Voilà. Et donc tu dis comment on s'y prend. Ce qui est super, c'est vraiment la clé pour toi, ça a été la créativité et aussi du coup l'inconnu quelque part, parce que l'alimentation vivante, c'était pas quelque chose que tu connaissais beaucoup? Non, mais alors j'ai une chance. Alors j'en ai souffert longtemps, mais en fait j'ai compris tardivement que c'était une chance. J'ai pas eu j'allais dire de gourou, mais j'ai pas eu de chef mentor, tu vois. Et il y a une chose qui est essentielle et qui est aussi la clé de. Alors j'aime pas utiliser réussite parce que j'aime pas. Pour moi, la réussite, elle est pas là, et la réussite, c'est quelque chose qui s'arrête en fait, et j'ai pas envie de m'arrêter, donc, tu vois. Mais j'ai ce mot liberté, la liberté de pouvoir faire selon son inspiration, et de ne pas avoir de modèle, de ne pas avoir tu vois, T'étais pas formaté en fait. Non, je suis pas formaté du tout. Et j'ai souffert de ça parce que longtemps on me disait oui, mais vous avez pas eu de chef mentor et comment tu rentrais pas dans les cases. Je rentrais pas dans les cases et j'en ai souffert beaucoup, et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait c'était une chance. Et c'est cette chance qui m'a permis de m'autoriser à proposer ma propre vision de la cuisine et ma propre vision de cette alimentation vivante et ma propre vision de prendre soin par cette alimentation, mais prendre soin de soi-même par l'alimentation, et aussi de prendre soin aux autres puisqu'on la propose. Donc le Covid arrive, là tu te mets un peu comme un laboratoire, un peu à faire plein de choses, à tester. Et qu'est-ce que tu découvres en fait? Je découvre la magie de l'alimentation vivante, je découvre déjà sur moi-même l'impact de se nourrir différemment. Alors raconte-nous. C'est l'énergie, la vitalité, le bien-être total en fait, d'une digestion qui est différente, d'une énergie qui arrive, d'un sommeil qui est différent, d'une peau qui est différente. C'est là où je me suis rendu compte en fait que ce que l'on ingère, et là je te parle de choses physiques, mais même mentalement, tu te sens différent et tu te sens beaucoup mieux en fait. Et j'ai compris
au travers de cette fermentation, de ces expériences, que l'on pouvait complètement réinventer les bases de notre alimentation, que ce soit du sucre, que ce soit du gras, que ce soit de l'acidité. Tous ces éléments, tout ce qui construit une cuisine pouvait être complètement différent grâce à cette alimentation vivante. Cette alimentation vivante qui est capable de générer de l'acidité, qui est capable de générer du sucre naturellement, sans sucre raffiné, qui est capable de générer cet umami dont on a besoin, qui est un peu envoûtant comme ça quand on mange un plat, de l'amertume, enfin tous ces goûts, tous ces composants essentiels que l'on peut mettre dans une cuisine. Et j'ai compris que la nature, cette alimentation, avec des procédés, avec des techniques qui sont en fait ancestrales, mais qui doivent, et ça c'est important, être issus de notre terroir, et ben, pouvait transformer complètement un homme, moi d'abord, j'en ai fait l'expérience, et puis de le proposer à bon nombre de personnes, en tout cas aux personnes, à des personnes qui ont envie de découvrir, qui ont de la curiosité et qui sont prêts à vivre l'expérience. Donc tu as été ton propre cobaye, quelque part. Oui, complètement. Qu'est-ce qui se passe du coup quand... Parce que finalement en cuisine maintenant il y a ton équipe et puis le vivant. Enfin en fait lui-même aussi qui fabrique et qui agit quelque part aussi. Il y a mon équipe et le vivant. Et le vivant, j'ai compris que le vivant était une aide précieuse à notre métier. Et comment ? Enfin, pourquoi finalement ? Et ben pourquoi ? Parce que en fait, c'est aujourd'hui une manière qui est complètement différente de travailler en cuisine. Elle nous permet, alors par exemple, tu as rencontré d'ailleurs, on a nos fermenteuses qui sont là, qui sont Mallory et Céline. Cette alimentation vivante, en fait, elle nous permet d'adoucir et de ralentir le rythme. L'alimentation vivante, elle se prépare, mais il faut respecter son temps de fermentation, il faut respecter le temps que les bactéries, que ce monde vivant en fait fasse son propre travail. Pendant ce temps-là, nous on a le temps de créer et de penser différemment notre métier de cuisinier qui n'est plus le même. Puisque aujourd'hui, on reste des cuisiniers, mais j'ai ce sentiment qu'on est là pour assembler la magie du vivant en fait. Parce que on a des mises en place qui sont différentes, des temps de mise en place qui sont différents, des temps d'attente. Il faut bien se mettre en amont quand on prépare un repas. Des fois, c'est 7 jours, 10 jours, mais peut-être des fois 6 mois à l'avance. C'est se projeter, c'est prendre le temps. Aujourd'hui, on récolte des choses et on fait fermenter des choses qu'on utilisera dans 12 semaines, 14 semaines, ou peut-être 6 mois, ou peut-être un an. Et ça, c'est penser différemment. Et d'un autre côté, ça nous oblige à ralentir. Et ralentir, c'est se soigner, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de ses clients, c'est prendre soin de ses collaborateurs. Et c'est très, tout à l'heure tu as dit apaisant, et c'est très apaisant. Donc du coup, j'ai le sentiment qu'on est en train de transformer un peu notre métier grâce à cette alimentation vivante. Qui vous donne en fait un autre rythme. Complètement. Au quotidien, le rythme est différent. Et le travail est différent. Et puis on travaille aussi un petit peu moins, mais ça c'est un engagement et c'est le respect de matière animale dans la cuisine. Donc c'est un tout et c'est l'alimentation, c'est un rythme, c'est une ambiance, c'est une sorte de management. J'aime pas trop utiliser management parce que pour moi c'est des anciens mots ça qu'on devrait même plus utiliser, mais c'est être avec l'autre de manière différente dans une cuisine. C'est pouvoir discuter avec... tu vois, ici, nos cuisiniers, dans mon équipe, on ne travaille pas par partie, en fait, comme on peut avoir le garde-manger, le chaud, les entrées. Enfin, on n'est pas dans ce système-là. Chaque cuisinier, quel que soit son niveau, va faire un plat, ou 2 plats, ou 3 plats, mais il va réaliser le plat dans son ensemble. Et il a cette responsabilité de faire ce plat, mais c'est hyper gratifiant pour chacun, en fait. Parce qu'on fait quelque chose qui va jusqu'au bout et qu'on comprend. Et qu'on propose, parce que même les cuisiniers vont aller en salle expliquer leur plat aux clients. Et tu vois, ça amène quelque chose de différent. Bien sûr, et puis en fait, tu leur proposes eux aussi d'expérimenter ce que toi, tu as expérimenté quand tu élabores tes cartes, etc., que tu fais tout ça, que tu penses, que tu as ces visions. Eux, ils peuvent le vivre pleinement et nous permettre aussi de rentrer dans ces logiques de prévention, de prendre soin de soi. Voilà. Et de découvrir comment, en fait. Et découvrir comment. Donc, découvrir comment, c'est découvrir des goûts, des nouveaux goûts, comprendre comment, te donner un exemple, comment un yaourt tout simplement végétal va être fait
un jour J, et puis J+5, J+6, il va commencer à s'acidifier et on va avoir d'autres saveurs qui vont arriver. Et puis c'est à ce moment-là, on va pouvoir le faire fermenter avec une plante, avec d'autres ingrédients qui vont eux aussi fermenter, qui vont bénéficier de cette acidité où les goûts vont se développer. Enfin, donc c'est toute une éducation nouvelle que l'on propose à nos collaborateurs, qui n'est pas simple parce que ce n'est pas de la cuisine classique française. Mais on n'est pas là pour ça. Moi, j'ai envie de dire, et je suis vraiment sincère quand je te dis ça, je souhaite proposer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, quelque chose de nouveau, une alimentation différente et même une gastronomie différente. Et aujourd'hui, on y arrive parce que les clients qui mangent à la table ou qui mangent aussi au comptoir, comme tu as pu faire hier soir, ils ont de la curiosité, ils ont des nouveaux goûts, ils ont des nouvelles choses. Et je crois que venir au restaurant aujourd'hui, c'est pas simplement manger un plat classique de la cuisine française, mais justement, c'est de proposer autre chose et d'interpeller les gens et de leur dire qu'il y a d'autres possibles que ce qu'on a connu aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, vraiment, où je trouve qu'aujourd'hui, des lieux comme les tiens, enfin le vôtre avec Solène, sont importants, mais même, en fait, d'intérêt général, d'utilité publique, tu vois. C'est que ce sont des écoles aussi pour nous d'ouverture sur un autre monde, tu vois, d'ouverture sur le monde d'après, quelque part. Enfin, j'aime pas parler du monde d'après, mais sur une autre façon, un autre art de vivre. Parce que je pense que tu as l'alignement aussi pour porter ce message-là et tu l'incarnes vraiment beaucoup. Parce que parfois, en fait, il y a des personnes qui ont compris ces concepts, ou qui ont compris intellectuellement, mentalement, tout ce que tu viens de dire. Oui. Mais qui essayent, avec des pratiques un petit peu d'avant, de l'intégrer dans des concepts, hôteliers, restauration, etc. Et du coup, ça ne fonctionne pas, voire même ça aggrave le truc. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est aussi incarné. C'est important. Il faut être vrai. Faut être vrai, tout simplement. Faut pas mentir. On n'est pas dans un business model. Hein. Oui, en fait, on est dans ta vie. C'est deux mots à bannir, ça. On est juste dans la vie au quotidien. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui... Je sens que ça frémit, tu vois. Pour utiliser des termes un peu culinaires, voilà, comme une eau qui est en train de frémir. Et je crois qu'on est en train d'interpeller, de réveiller, de proposer. Et les gens... et les clients, nos hôtes sont en train d'adhérer. Et ça, c'est magique. Ouais, c'est magique aussi parce qu'en fait, vous l'exprimez très bien. C'est-à-dire que déjà, quand on regarde votre site, les mots que vous employez, le vocabulaire, la poésie aussi que vous y mettez, c'est différent. Et donc, en fait, là, il y a un parti pris. Donc, je pense que finalement, ça attire aussi des personnes qui ont envie de vivre ces expériences et qui sont prêtes pour ça. Parce que tout le monde n'a pas envie de vivre ça, hein, tu vois, vraiment. Hein. Et c'est OK. Mais en fait, vraiment, là, ce qui est exposé ici et l'exercice que vous avez réussi à faire, c'est, je crois, vraiment celle du luxe d'aujourd'hui, c'est-à-dire le choix. Le choix de quand tu viens ici séjourner, toute seule ou comme moi j'ai fait, ou en couple, ou voilà. Et on n'en est pas tous au même endroit, au même point, aux mêmes prises de conscience, aux mêmes envies. Parce que voilà, il y a juste des gens qui n'ont pas envie, qui sont. Enfin, il faut aussi. Respecter ça quelque part, même si parfois on comprend pas, mais tout est OK. Enfin, en fait, ça doit pas être dans la contrainte, parce que du coup, ça serait un peu aussi reprendre des énergies que nous, on essaye de s'enlever. Et donc, que ce soit au petit déjeuner, et là, je voudrais parler de cette expérience incroyable que j'ai vécue donc ce matin en me réveillant. On passe presque 1 heure vraiment en salle. Déjà, il y a un meuble qui est sublime, autour duquel on peut naviguer. Donc, j'ai jamais vu ça. Hein. Franchement, quand on a envie de manger de la charcuterie, du fromage, on peut, en mode normal. Luxe, normal. Tout est délicieux, délicieux, sourcé ici avec les meilleurs... artisans locaux, etc. Ou fait maison, parce que pareil, fait minute, là il y a aussi des œufs fumés. Enfin ouais, tout est délicieux et j'entendais que des gens autour de moi dire ah là, c'est délicieux. Ou alors, et moi j'ai fait un peu cette expérience de l'alimentation vivante au petit déjeuner avec pareil, donc les personnes en salle qui nous expliquent, et c'était vraiment délicieux parce que les goûts sont parfois en fait quand on goûte des choses végétales, on est tellement habitué, tu le disais, on est un peu notre palais à ces années de référentiel avec notre cerveau, je sais pas, ça doit être des connexions qui sont faites. Donc on a cette éducation à la gourmandise, du sucre, du gras, du tout ce que tu veux. Donc parfois quand on passe vers cette alimentation vivante, on peut être un petit peu... Et là vraiment, c'est
t'embrasses la gourmandise de ce qu'on connaît déjà et tu embarques l'alimentation vivante dedans. Oui, en fait. et ça, c'est grâce à justement toutes les saveurs dont je parlais tout à l'heure, en fait, que ce soit la sucrosité, que ce soit l'acidité, que ce soit la rondeur, et les matières aussi. On peut avoir des choses assez liquides, on peut avoir des choses assez épaisses. Tout ça, c'est un beau mélange et il faut faire attention à... Tu sais, attention à la végétalisation de la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, les industriels nous proposent une alimentation possible, végétale ou végétarienne. Mais regarde le nombre d'agents, d'additifs et de choses qu'il y a dans cette alimentation. C'est pas ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est proposer du végétal, mais grâce au vivant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut adopter parce que c'est une alimentation un peu guérisseuse en fait. Ce matin, peut-être que tu as pris du granola, avec des miels activés, avec du miso, avec des yaourts, que ce soit un yaourt à l'avoine, que ce soit un yaourt au sarrasin, que ce soit un yaourt à l'amande. Tout ça, ça fait sens. Et tout ça, à la fraise aussi, il y en a un, délicieux. C'est un amazake. L'amazake, c'est à la base, on va faire pousser un champignon qui s'appelle l'Aspergillus oryzae sur du riz ou sur du sarrasin. Et puis ça, on va le faire fermenter, cuire à 60 degrés, pas plus, pendant plusieurs heures avec un fruit ou un légume. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette préparation d'amazake va tirer le sucre naturel de la céréale et va avoir une sucrosité, mais sans aucun sucre en fait. Il n'y a aucun additif. Et oui, donc ça c'est de l'amazake et fraise, c'est à tomber par terre, c'est délicieux. Et puis délicieux. C'est un pouvoir sucrant qui est magique alors qu'on n'a pas de sucre à l'intérieur. Donc, mais c'est ça, c'est pas une punition parce que, on en parlait quand on faisait l'épisode avec Shira, mais en fait, presque là, ce qu'on voit, c'est aussi comment ça peut rentrer dans notre vocabulaire à nous aussi, consommateurs. Parce que c'est des termes en fait, miso, amazake, tu vois, tous ces... Alors, c'est des termes et des saveurs qu'on ne comprend pas forcément. Non. Parce qu'on n'a pas été éduqué à ça. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on fait à la table étoilée, mais aussi au bistrot. On peut composer avec tous ces ingrédients magiques que le vivant nous offre, et que la fermentation nous offre, et on peut recréer une gastronomie, une manière de s'alimenter qui est différente, mais qui reste gourmande, avec de la sucrosité, avec de l'acidité, avec de l'amertume, avec tout ce que tu veux en fait. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à... Moi, des fois, je souris et je suis tellement content de ça parce que je dis pas à mes clients ce qu'il y a dans les plats. Et puis, ils me disent « Oh, mais c'est super bon !» Ok, vous savez que ce que vous venez de manger, c'est du 100% vegan. Et là, et les gens, ils sont complètement... Alors, je dis pas, c'est pas aller dans les extrêmes, je dis pas qu'il faut être vegan, je dis pas qu'il faut être végétarien, bien au contraire, il faut manger un petit peu de tout et le mieux possible. Non, mais c'est vrai que quand on va dans le laboratoire où sont les deux fermenteuses là, on voit tous ces bocaux, on parlera du look de ta cuisine qui qui n'a rien à voir mais avec les cuisines traditionnelles, mais en fait on peut être un peu flippé. Tu vois, parce qu'on peut se dire, attends, mais donc là-dedans, il y a vraiment du mycélium qui est en train, où ça fermente, donc c'est des bactéries en fait. On voit que il y a un peu des gaz et que ça vit. Oui, mais tu sais, c'est un travail au quotidien. Alors je vais te mettre à l'aise avec ça. Ma femme Solène, c'est la première à me dire, tiens Nico, il y a un yaourt végétal dans le frigo, mais là ça fait 4 jours qu'il est là. Est-ce que tu penses qu'il est encore bon? Eh ben oui Solène, ça va juste s'acidifier, mais en aucun cas il sera pas bon. Tu vois, c'est tout un apprentissage en fait au quotidien. Et pour en revenir avec cette expérience du petit déjeuner, c'est nous permettre, nous non sachant, parce qu'en fait, c'est quand même une bulle, tu vois. En fait, j'espère que dans 5 ans, puis le temps, je sais pas, j'ai l'impression que les élans s'amplifient de plus en plus et que ça va de plus en plus vite, mais il n'empêche aujourd'hui que il y a plein de personnes, tu leur parles d'alimentation vivante, ça parce que c'est, tu mets même hydrolat, en fait, tous ces trucs, toutes ces choses qui sont des manières ancestrales de vivre et de se nourrir, on s'est coupé avec ça pour plein de raisons et on est quelque part, tu vois, parfois je me dis, mais en fait, quand on sait pas ce qu'on sait pas, oui, en fait, on peut pas savoir ce qu'on ignore, tu vois. Donc, il y a aussi des lieux refuges, des lieux de permission, de découverte, des lieux, d'apprentissage peut-être, mais au sens vraiment avec cette sagesse. Et je crois que vous avez vraiment, c'est pas je crois, c'est vous avez vraiment réussi à encapsuler cette sagesse pour être passeur un peu de
d'autres choses et d'insuffler et de permettre aux personnes d'y avoir accès, enfin de le prendre ou pas, parce que alors à la carte de ton restaurant c'est une chose, mais en tout cas pour le petit déjeuner il y a vraiment le choix. C'est-à-dire mais il faut donner le choix parce que c'est une proposition. Il faut pas convaincre, il faut pas se battre, il faut proposer. Et c'est en proposant avec douceur et en prenant le temps qu'il faut qu'on arrive tout doucement. Et c'est même pas convaincre. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour proposer et après c'est la personne qui va s'autoriser, qui va s'adapter, qui va comprendre tous les bienfaits. Prends un petit déjeuner des plus classiques qui soit dans un hôtel, je ne sais pas où, en France, où on connaît tous exactement quel produit, quelle compote, quel beurre, quel pain, quel jambon, je vois exactement, j'ai la photographie de ce petit déjeuner, mais c'est une hérésie. Quand on connaît ce qu'on est capable de faire ici, mais d'un autre côté, on peut en vouloir à personne, c'est ce qu'on nous a proposé et on nous a éduqués avec ça. Mais quand tu manges un petit déjeuner comme ça, et quand tu manges un petit déjeuner comme on propose ici, avec cette alimentation vivante, avec toutes ces fermentations, avec toutes ces gourmandises, parce que c'est de la gourmandise, comme tu disais tout à l'heure, c'est très gourmand, et ben tu vas passer une journée qui va être complètement différente. Mais vraiment. Et est-ce que tu penses aussi que, tu vois, la manière dont l'ordre dans lequel on mange pour le petit déjeuner, par exemple, tu vois, les aliments, a un impact quelque part aussi sur notre énergie? Bien sûr, c'est un impact sur l'énergie. Enfin, aujourd'hui, quand on commence son petit déjeuner avec un café sucré et un croissant et du beurre et de la confiture, je pense qu'on est juste mal parti en fait, on n'a pas compris, on a des brûlures d'estomac, on a de l'énergie qui arrive mais qui s'en va au bout du nerf, on a une sensation de faim qui arrive rapidement, on a des maux de tête, on est fatigué, on n'est pas... Mais ça soutient pas notre rythme Non, ça nous soutient pas du tout, parce que là on fait du mal à notre organisme, alors que quand tu vas commencer à manger un yaourt végétal, un amazek et un miso avec des sucres qui sont diffusés beaucoup plus lentement, qui vont te donner une énergie différente, avec une digestion qui va pas te fatiguer, parce que cette alimentation vivante et fermentée, c'est comme si c'était prédigéré en fait. Et tout ça fatigue beaucoup moins l'organisme. Moi, je peux te dire que je suis tellement... Donne-moi aujourd'hui à manger 200 grammes de viande avec des pommes de terre et donne-moi un dessert sucré avec du sucre raffiné et un Coca-Cola, mais je pense que je vais mettre 48 heures à m'en remettre, je te promets. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière aussi quand on commence ces aliments. Enfin, en tout cas, à faire entrer, faire emménager dans notre quotidien une alimentation un peu plus vivante. Et peut-être que le petit déjeuner, après il y a pas mal de personnes qui prennent pas de petit déjeuner ou alors peut-être le repas de midi, je sais pas, mais tu vois, il faut aussi peut-être essayer de voir comment est-ce qu'on peut composer avec ça dans nos quotidiens en dehors de l'expérience, tu vois, de la butte. Mais c'est en tout cas quand on se met dans ce tempo-là avec ces habitudes, on peut aussi écouter. En fait, je trouve que c'est une alimentation qui nous permet de nous reconnecter avec nos sensations. Parce qu'en fait, moi je parle pour moi, mais j'étais complètement coupée. Tu vois, je me rendais pas compte que prendre un café, en fait, après, ça me flinguait que j'avais envie d'un autre café, ou je me rendais pas compte que, tu vois. Et c'est en discutant, en rencontrant plein de personnes, etc., que j'ai compris mentalement. Donc ça, c'était étape 1. Et après, étape 2, il fallait que j'arrête, par exemple pour le café, que j'arrête le café. Donc là, j'ai eu mal de crâne pendant 1 mois. Tu vois, horrible. Donc là, j'ai vraiment senti dans mon corps qu'il y avait une addiction. Et en même temps, je sentais que j'avais une énergie qui était complètement différente et qui était beaucoup plus soutenue avec, moi j'ai fait des alternatives, soit du citron pressé, soit de l'épeautre torréfiée. Le jus d'orange, en fait, je me suis rendu compte que au secours, c'était pas du tout un truc qu'il me fallait parce que c'était une cata. Donc quand on se rend compte de ça, on se dit, ok, mentalement on le comprend. L'intégrer dans notre corps, c'est autre chose. Parce que du coup, on comprend qu'en fait, quand on fait ça, on se sent comme ça. Et quand on fait une alternative, voilà, soyons à l'écoute. Parce que je crois que c'est important aussi quand on vient dans des établissements comme le tien, en fait, de le faire quelque part. J'aime pas vraiment ce mot qui peut faire percher, mais en conscience. Enfin, c'est-à-dire que... Si, c'est s'alimenter en conscience. C'est pas percher du tout, hein. C'est s'alimenter en conscience de se faire du bien à soi, de faire marcher la machine que l'on est, nous, êtres humains, et puis en conscience pour la terre, le lieu sur lequel on vit, en fait. Parce que c'est manger de la manière dont on t'a proposé ce matin, c'est de te faire du bien à toi, mais c'est
d'être non impactant et de faire du bien Ouais. dans le lieu dans lequel tu es venu, qui est cette région, ce Finistère, cette maison, voilà, ce micro-territoire qui est en face de nous. Et c'est prendre soin, en fait. C'est prendre soin de toi, mais de la terre où tu es venu. Et c'est ça, pour moi, le luxe de demain, enfin, le luxe même d'aujourd'hui. C'est pas d'aller dans un hôtel et d'avoir 4, 5, 6 ou 7 produits d'accueil emballés dans du plastique, dans du carton et encore dans du plastique. C'est pas ça le luxe, c'est plus ça le luxe. Le luxe, c'est comment aujourd'hui je me déplace, je profite, je vis, je prends du plaisir dans un autre lieu, en vacances, et tout ça en me faisant du bien, et en plus en n'étant pas impactant dans le lieu dans lequel tu te déplaces. Mais en fait, c'est de la magie si on arrive à faire tous. Bah, c'est là où du coup c'est un peu comme un espace qui fertilise en fait. Oui. C'est notre espace, cet art de vivre est rentré quelque part dans la mécanique du vivant. On s'est mis en marche un peu à son rythme, à son tempo. Et on fait symbiose et puis nous aussi on participe alors qu'avant on était peut-être coupé hors sol à côté et donc on se fait du bien à nous. Et quand je parlais aussi de conscience, c'est aussi parce que ces endroits aussi le convoquent, tu vois, tes restaurants, les salles, etc. On est dans une vue avec une vue magnifique. Il n'y a pas une musique enfin, en fait, tout est apaisant. Le positionnement des chaises, enfin, tout est fait pour que finalement, on soit présent à l'instant présent, tu vois. Enfin, en fait, voilà. Et ça, c'est une expérience à part entière, quoi. C'est une expérience à part entière et qui préserve. Tu vois, enfin là, si tu as pris ton petit déjeuner vivant où on a utilisé uniquement des produits qui viennent de notre territoire, qui ont été faits avec le moins d'énergie possible, parce que ça aussi, la consommation énergétique, oui, c'est alors... un de nos... Ouais, c'est un sujet aujourd'hui. De nos axes, oui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dépenser autant d'énergie, même pour cuisiner. Et la fermentation nous permet de cuisiner avec douceur, avec des températures qui sont beaucoup plus basses, si tu veux, et qui gustativement sont au rendez-vous. Donc, c'est baisser cette consommation énergétique dont on n'a plus réellement besoin. Conserver les aliments en lactofermentation ou en garum ou en tout ce que tu veux, c'est aussi pouvoir conserver sans frigo pendant des semaines et des mois. Tout ça, c'est un changement d'alimentation globale. Ouais, c'est systémique. Et c'est ce que j'allais te dire, ton petit déjeuner que tu as pris ce matin, qui t'a fait du bien, ou c'était le moins impactant, cet après-midi ou là à midi, tu vas juste en face à la plage, là, tu vas te baigner dans une eau qui est d'une couleur magnifique, où tu n'auras pas une algue verte. Pourquoi on n'a pas d'algue verte ? Parce qu'on prend soin de nos terres, en fait, tu vois. Tout ça, c'est cette roue qui tourne et qui amène de l'eau fraîche à tout ce qu'on est en train de faire au quotidien. Est-ce que tu peux, parce que tu as évoqué le mot tout à l'heure, et j'aimerais que tu juste nous expliques ce que c'est, parce que c'est la première fois moi que je goûtais ça, des miels activés, il y en a 3. Oui, alors on a plusieurs miels activés, on les fait un petit peu en saison, ouais, ils sont dans des petites carafes en verre, là, avec des filtres. Ouais. Donc en fait, on va prendre le miel de nos ruches, qui sont juste en bas là, et puis dans ce miel, en fait, on va l'activer avec des fruits, des plantes, qui sont chargés en bactéries, forcément, et qui vont faire travailler ce miel. Ça peut légèrement produire un tout petit peu d'alcool. Je ne sais pas si tu as senti ce matin, mais ces miels sont activés, plus digestes et source de... Mais qu'est-ce que ça veut dire activer en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste que tu les mélanges. Oui, parce qu'il y a une fermentation. Tu apportes au miel. Alors, le miel, c'est presque un médicament. On peut le faire chez nous. Quand tu connais le miel d'or, ce miel qui est fait avec du gingembre et du curcuma que tu coupes, tu laisses la peau, tout ça. Tu coupes ça en brunoise, en petits dés et tu mets ça dans ton miel. Mais tout ça, en fait, c'est un miel qui va être fermenté, qui va être digeste. Tu as un milieu de bactéries de bonnes bactéries, en fait, qui va se mélanger avec celle du sucre, se mélanger dans avec ce miel. Celle du miel. Voilà. Donc, ça te permet de manger un miel qui est même déjà un peu moins sucré, parce qu'il y a un petit peu d'acidité avec cette fermentation. Il a des goûts différents, puisqu'on peut le faire, là, on est en train de faire avec la fleur du fenouil du jardin, avec de la fraise, tu vois, on peut faire ce qu'on veut avec ce miel. Et c'est vraiment délicieux. Ah oui, c'est super bon. Vraiment, parce que vu que ce miel, il est plus liquide qu'un miel. Oui. Donc, tu vois, ça prouve bien qu'il y a une décomposition. Il y a une décomposition de la structure. Tout à l'heure, tu disais que quand on mangeait fermenté, c'était comme quelque chose de
prédigéré. Oui, en effet, c'est prédigéré. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la digestion nous prend énormément d'énergie au quotidien. Donc si on peut apporter à notre corps un ingrédient, un aliment qui est déjà modifié, eh ben, oui, ça nous fait du bien. Ouais, ça nous fait du bien. Ça nous permet de garder un peu plus d'énergie pour faire autre chose. Et ce qui est aussi très sympa, en fait, très agréable quand, honnêtement, quand on vient séjourner à la butte, c'est que on sent que le personnel est apaisé lui aussi et que ils ont implémenté aussi un peu chez eux ce que tu proposes ici. Oui, et complètement. Ça, c'est vraiment ça, c'est toujours. Ça, c'est le succès, Alors c'est. Tu veux pas t'imaginer quel plaisir j'ai quand quelqu'un arrive et me dit ah tiens chef ou tiens Nico, j'ai fait des lactos chez moi hier soir ou j'ai fait un kéfir. Ah, tiens j'ai fait un kombucha ou j'ai fait ci ou j'ai fait ça et je suis trop content parce que en fait c'est juste qu'il y ait une adhésion qui est là et je crois que c'est. Tu sais tout à l'heure on parlait de management et je t'ai dit j'aime pas ce mot. Mais en fait, comment tu fais d'ailleurs? Qu'est-ce que tu as mis en place en fait? Parce que mais tu sais, aujourd'hui, on a tous appris à être dans quelque chose de très hiérarchique. Et ça, c'est néfaste. Toi, c'est comme si tu guidais l'énergie oui, fait, des gens. Exactement. Sentir l'autre, accompagner l'autre, on a parlé d'accompagnement tout à l'heure, c'est partager, c'est proposer, c'est respecter. Respecter les différences. Oui, les différentes. Et les rythmes puis, de chacun. On n'est pas tous au même, on réfléchit pas tous de la même manière, on va pas avancer tous de la même manière. Il y a des gens qui vont comprendre très vite, d'autres qui comprendront plus lentement. Mais tout ça, ça crée un écosystème. Une constellation. Une constellation, voilà, exactement. Une belle constellation. Et je crois qu'il faut juste travailler avec les autres, avec des âmes en fait qui sont autour de toi. Il faut les respecter. C'est pour ça qu'ici on apprend. On travaille sur des profils. On sait aujourd'hui, entre collaborateurs, on fait des tests, des choses comme ça. On sait si il est plus I, donc c'est la créativité, ou plus S, quelqu'un qui est très structuré, organisé, V, quelqu'un qui a envie d'être plutôt mis en avant et qui va prendre des décisions, ou R, quelqu'un qui est toujours dans la communication avec l'autre et avec énormément de respect. Et on a tous ces 4 piliers majeurs en nous, et nous, on apprend à savoir qui est l'autre et comment l'autre va réagir. Mais comment il va réagir quand il est en croissance, mais aussi comment il va réagir quand il est en survie. Et c'est là où on doit être là. Et on va se dire, bah tiens, regarde, lui aujourd'hui, il est un petit peu comme ça. Je pense que il doit y avoir ça ou ça ou ça qui se passe pas bien. Comment tu le remets en croissance? Mais si l'autre sait comment te remettre en croissance, mais quelle chance tu as d'avoir en face de toi ou à tes côtés quelqu'un qui est capable de te remettre en croissance. Donc tout ça, c'est au quotidien un travail, c'est prendre soin de nos clients, bien entendu, mais c'est d'abord, tout à l'heure je t'ai dit, il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Il faut prendre soin de ses équipes pour que les équipes puissent prendre soin des clients. Bien Sinon, sûr. tout ça, ça ne fonctionnera pas. Mais vraiment un grand bravo parce que en fait, c'est fou à quel point sur chaque gros sujet pilier, vous avez bossé, vous avez trouvé en fait ces manières alternatives en fait d'entrer en relation, comme tu dis, que ce soit avec nous-mêmes, avec les autres, avec le territoire, avec le vivant. Donc vraiment, c'est absolument génial. On va arriver doucement vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux partager avec nous, parce que j'ai une petite tradition, ce podcast s'appelle Où est le bon? Est-ce que tu peux nous partager ta définition du bon, Nicolas? Alors, ma définition du bon, mais je crois que la définition du bon, c'est d'être aligné soi-même et de se donner le droit, en fait, de vivre qui on est. C'est là que tout commence, en fait. Ouais, c'est ça, vraiment. Et envers et contre tout, en fait, aussi. C'est envers et contre tout, parce que ça veut dire parfois faire des choix, ça veut dire parfois... être rejeté. Être rejeté, ça veut dire parfois être égoïste, mais ça veut souvent dire quand même faire du bien. Bien sûr. Donc, ouais. Et quelle est ta vision là pour parce que donc tu as déjà depuis 2016-2017 métamorphosé beaucoup de choses, mis en place beaucoup de choses, mais un peu comme le vivant, j'ai l'impression que c'est sans cesse cette créativité, cette évolution, cette co-création. On a encore beaucoup de choses à faire pour continuer à faire vivre cet écosystème. J'aimerais qu'on puisse être autonome en énergie. Je voudrais pouvoir, dans quelques mois ou dans quelques années, pouvoir aussi cuisiner avec des sources de chaleur différentes, comme le feu de bois, continuer à faire grandir nos jardins, même dans le bâti, à être beaucoup plus éco-responsable.
que ce qu'on a été. Utiliser des matériaux, là on va refaire notre spa par exemple avec des matériaux qui ont été conçus. C'est continuer à faire rentrer tout ce que nous offre la nature pour pouvoir bâtir, construire, inventer, et tout ça dans un modèle sage en fait. Et ce que j'appelle modèle sage, je me réveille pas tous les matins en me disant tiens, combien d'argent je vais gagner à la fin de la journée. C'est pas ça. Quand je me réveille le matin, je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va être engageant, qui va être responsable et qui va résonner. Et je crois que ça, c'est... Qui va augmenter l'énergie du lieu aussi. Qui va augmenter l'énergie du lieu, tout à fait. Et je crois que c'est beaucoup plus important que le reste. Ouais, et en fait, moi, je pense que... Enfin, le vivant, on le voit, c'est quand même un exemple d'abondance. C'est de l'abondance. Il n'y a qu'à voir la forêt primaire. Et puis, c'est de l'abondance, c'est de... Ça marche, en fait, aussi. Ouais, je crois que c'est le résultat, l'argent, quelque part. Tu vois, c'est une énergie, en fait, complètement. L'argent. Et puis, Hélène, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé dans ce podcast, mais j'ai envie de te dire qu'il faut... C'est peut-être le mot de la fin, j'en sais rien, mais c'est dans tout ce qu'on fait au quotidien, pour soi et pour les autres et pour le vivant, il y a un mot qui est important, c'est amour. Et il faut apporter de l'amour au quotidien. Et ça, quand on apporte de l'amour au quotidien et quand on fait les choses avec le cœur, tout se passe de manière différente. Je te remercie vraiment de finir, on va finir là-dessus, mais oui, en fait, et c'est beau que toi aussi, en tant qu'homme, etc., tu utilises ce vocabulaire-là, ce mot qui est un peu un mot tabou. Et moi, je le dis souvent, en fait. Je pense que se reconnecter à l'amour, tu vois, avec Marie-Cassandre et Armelle Lalo, on a cofondé une biennale qui s'appelle Amour Vivant. Et en fait, c'est un peu gloire aux postures amoureuses du vivant, en fait. Bien sûr. Peu importe le champ, peu importe le domaine dans lequel on travaille, on peut tous refaire circuler l'amour en nous et autour de nous, en fait. Et c'est le... Je crois que c'est le mot qu'il faut retenir. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Hélène. Merci beaucoup.